et bienvenue dans l'émission La Tribune, le Face à Face. Aujourd'hui, nous accueillons le candidat de la 3e circonscription de la Somme, Rémi Chassoulier, pour la partie lutte ouvrière. Pour le parti, pardon. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter, monsieur, pour les gens qui ne vous connaissent pas? Bonjour d'abord, écoutez, moi je suis militant de lutte ouvrière. Je suis enseignant pour le travail. Et j'ai envie de changer la société et de fond en comble. Donc voilà, c'est pour ça que je suis à Lutte ouvrière, un parti qui défend les idées communistes. Pourquoi vous êtes présenté, vous, aux élections législatives? C'est quoi le but de votre engagement? C'est justement ça, faire un peu de ménage, comme on dit? Notre objectif, nous, c'est de permettre aux travailleurs de tout le pays, donc on est présent dans pratiquement toutes les circonscriptions, de permettre aux travailleurs d'exprimer leur colère et puis d'affirmer les revendications ouvrières, puisque la plupart, quasiment tous les autres candidats, ils parlent au nom de la société telle qu'elle est, de l'économie de marché, la course au profit, ils sont d'accord avec ça, et donc voilà, ils défendent le patronat, ils défendent le grand patronat, et nous on veut permettre, l'élection ne peut pas changer les choses, mais c'est un moment où les travailleurs peuvent dire ce qu'ils pensent. Nous on veut leur donner la possibilité de défendre leur camp. Donc le but n'est pas forcément d'être élu, mais de se faire entendre alors, au moins d'avoir une voix, la voix des ouvriers. Oui, bien sûr, bien sûr. Le problème c'est de se faire entendre, y compris un programme qui servira plus tard pour les luttes. Après, nous on a déjà eu des élus au Parlement européen par exemple, ou dans des municipalités. Et si on est élu, c'est une autre façon de faire entendre sa voix, parce que si j'étais député, je pourrais dire les mêmes choses au Parlement. Aujourd'hui, vous êtes candidat dans le département de la Somme. Est-ce que vous y avez une attache? Est-ce que déjà c'est vous qui avez choisi d'être candidat ici? Non, je n'ai pas d'attache particulière ici. Je suis déjà venu militer un certain nombre de fois lorsqu'on fait ce qu'on appelle des caravanes, c'est-à-dire on fait des tournées dans des villes, où on n'est pas très présent assez régulièrement. Donc j'étais déjà venu au Tréport, à Mers-les-Bains. Mais pas d'attache particulière. Mais encore une fois, les problèmes des travailleurs, c'est les mêmes partout. Que ce soit en Somme en bas de chez moi, il y a des gens qui dorment dans la rue. Ici, il y a aussi le même genre de choses. Il y a des licenciements, il y a des mois d'attente pour certains rendez-vous médicaux. C'est ça votre réponse pour ceux qui disent que vous êtes parachuté? C'est de dire un ouvrier qui soit de la Somme ou de l'Ardèche ou de la Corse, c'est un ouvrier avant tout? C'est un fait, c'est-à-dire que c'est pas seulement de l'Ardèche, de la Somme, quand on est un ouvrier, des fois on parcourt toute la planète pour essayer de survivre. Regardez les migrants qui depuis quelques années, l'émigration ça a toujours existé, dû à la misère, dû au colonialisme à une époque. Aujourd'hui, voilà, c'est pas seulement de l'Ardèche qu'on peut atterrir ici, c'est du fin fond de l'Afrique, de Syrie. Aujourd'hui, c'est quoi le combat de lutte ouvrière? C'est quoi le projet? Notre projet immédiat, ça serait d'imposer des mesures qui permettraient aux travailleurs de sauver leur peau dans cette crise économique que le grand patronat fait payer aux travailleurs. J'ai l'impression que vous êtes dans une relation de combat avec le grand patronat. Est-ce que lutte ouvrière est l'ennemi des patrons? De tous les patrons? Non, pas de tous les patrons. Vous savez, nous on emploie le mot, on dit travailleuse, travailleur. Donc tous les petits patrons qui eux-mêmes travaillent, c'est avant tout des travailleurs, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose d'utile dans la société. Ils font fonctionner quelque chose, ils produisent des richesses. Alors, ils ont un point commun avec le grand patronat, c'est que juridiquement, ils sont leurs propres patrons. Même statut, oui. Mais nous, on fait bien la différence entre le grand patronat, Madame Bettencourt, la famille Peugeot, Bolloré, les actionnaires de Goodyear ou de Whirlpool. Qu'est-ce que vous voulez, ces gens-là, ils n'ont rien de commun avec l'artisan du coin qu'on connaît tous. Donc le combat, oui, bien sûr, mais c'est la réalité qu'il y a un combat. Quand un patron, quand il y a 6 millions de chômeurs, c'est quasiment une lutte à mort que le patronat mène contre les travailleurs. Aujourd'hui, le discours sur la baisse de charges, sur la compétitivité, vous l'entendez pas? Vous pensez réellement que c'est le grand patronat qui est aux manœuvres et qui essaye justement de peser sur les salaires?
Ah bah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Puis depuis quelque temps, il y arrive. Le rapport de force, il est en faveur du grand patronat. Et c'est du coup d'autant plus indispensable que les travailleurs, au minimum, ils se fassent entendre. Au minimum, ils expriment leur point de vue. Ils ne perdent pas le sens de quels sont leurs intérêts. Et effectivement, nous, on veut faire entendre une autre voix que le discours ambiant qui passe toujours, même pour combattre le chômage. Qu'est-ce qu'ils disent tous, les économistes, les hommes politiques qui se présentent? Ils disent tous qu'il faut que les entreprises soient compétitives, soient en bonne santé, pour qu'elles puissent ensuite investir et donc créer des emplois. Voilà. Là, tout ce raisonnement-là, on voit depuis des décennies qu'il est complètement... Ça ne fonctionne pas. Il est faux, il est faux. Le patronat, quand il encaisse de l'argent, il n'investit pas ou très peu dans la production, et donc il n'embauche pas. En tant que député, si vous êtes élu, j'ai lu que vous proposerez des revenus minimum à 1 800 € net par mois, une interdiction des licenciements. Est-ce que ça, c'est réellement possible aujourd'hui juridiquement et même à imposer ça? Alors juridiquement, écoutez, à une époque, il n'y avait pas de SMIC, et la loi a instauré un SMIC, donc je pense que augmenter le SMIC, juridiquement, c'est pas le problème. Mais justement, le problème, c'est que tout est une question de rapport de force. Et le grand patronat, il acceptera que le couteau sous la gorge, c'est-à-dire quand il y aura des millions de travailleurs en grève qui auront arrêté le travail et qui menaceront le patronat de perdre plus que ça. C'est à ce moment-là que le patronat, il lâchera 1 800 €. Voilà. Et nous, on veut dire que les travailleurs, ils doivent se sentir absolument légitimes à revendiquer une telle somme. Qui d'ailleurs, quand on discute avec des gens sur les marchés ou à la sortie des grandes surfaces, où on s'aperçoit que des fois 1 800 €, c'est même ça, ils disent oui, il faudrait même plus, quoi. Oui. L'écart entre ceux qui gagnent le plus et ceux qui gagnent le moins a jamais été aussi grand que vous. C'est justement ça que vous voulez mettre en avant, dire que quelque part ils gagnent toujours plus et que c'est pas redistribué. Oui, alors moi je ne dirais pas que c'est l'écart, parce que si tout le monde gagnait ce qu'il faut pour vivre, c'est-à-dire pas seulement payer son loyer, acheter à manger, ça veut dire partir en vacances, ça veut dire avoir le temps du temps et puis les moyens de se cultiver, de payer une place de cinéma, de théâtre, à toute la famille y compris. Donc si tout le monde avait le minimum, qu'il y ait des gens qui aient des milliards, ça serait même pas gênant. Mais sauf que c'est pas possible. C'est justement parce qu'ils ont des milliards que nous on crève, qu'on s'enfonce dans la pauvreté, dans la misère, dans le mal logement. Dans cette campagne, donc il y a beaucoup de candidats. Un candidat pour le parti communiste, parti socialiste, Lutte ouvrière, France insoumise. Vous défendez quasiment les mêmes valeurs. Pourquoi il n'y a pas un regroupement, même si on sent que vous, Lutte ouvrière, vous êtes quand même plus ancré dans un combat de lutte sociale? Pourquoi il n'y a pas de rassemblement où il y aurait peut-être plus de voix à l'arrivée? Alors plus de voix, mais de toute façon, pourquoi faire? Donc je vais vous répondre deux choses. La première, c'est qu'on ne défend pas les mêmes idées. Et la démocratie, c'est quand même de pouvoir s'exprimer. Oui. Alors si sous prétexte d'être ensemble, on devait cacher une partie de nos idées, ne pas dire une partie de nos idées, nous, ça nous pose un problème parce que, étant donné la gravité de la situation, nous, on ne veut pas dire autre chose que le fait que les travailleurs, ils doivent défendre Déjà, ils doivent se sentir justement des travailleurs. Que leur identité, c'est pas d'être français. Est-ce que ça ne perd pas du pouvoir quelque part en se divisant comme ça? Est-ce que parfois il ne faut pas mettre de l'eau dans son vin, comme on dit, et puis avoir des convictions un peu moins forcées et avoir plus de pouvoir ensemble? Non, je pense que les idées, ce sont des outils, ce sont même des armes. Et quand on veut combattre, ou quand on veut faire quelque chose avec des outils, on ne peut pas se tromper d'outils. Et donc les idées, par exemple avec les militants du PC, avec les militants de la France insoumise, oui. On se retrouve dans les manifestations. On était ensemble pendant il y a un an, pendant la lutte contre la loi travail. Oui. Voilà, on était dans les mêmes manifestations, dans les mêmes assemblées générales, là où il y avait dans les entreprises où il y avait des grèves. Mais ça ne veut pas dire qu'on pense qu'on a les mêmes perspectives, justement. Et puis la deuxième chose, c'est que plus de poids,
si on se regroupait, qu'on avait un élu, si même nous on avait un élu, de toute façon sans se regrouper, qu'est-ce qui pèserait? Vous savez, nous on pense que le pouvoir il n'est pas à l'Élysée, il n'est pas au Parlement. Le vrai pouvoir il est dans le conseil d'administration de Total, de Michelin, de Bolloré, des entreprises de Bettencourt, oui, essentiellement le CAC 40 pour ce qui est de la France, oui. Et puis voilà, le vrai pouvoir il est là. Donc qu'est-ce qu'il y a comme force en face de ce pouvoir? Mais écoutez, aucun patron n'a jamais eu peur d'un papier mis dans une urne, d'un député, d'un président. Un patron qui veut licencier, il licencie. Donc face au patronat, face à leur choix, aux choix qu'ils font avec les richesses qui sont produites par des millions de travailleurs, c'est justement les travailleurs qui produisent ces richesses. C'est eux qui sont une force. J'entends votre discours, sous le quinquennat de François Hollande, il y a eu des lois qui ont dû vous irriter. La loi Macron, la loi El Khomri. Il y a Emmanuel Macron qui va aller plus loin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous chagrine quelque part? Ça vous révolte de voir vers ce quoi on va aujourd'hui Ah oui, c'est le minimum d'être révolté par un programme qui veut aggraver encore la situation des travailleurs, la situation des petites gens, de toute la population, en réduisant encore les services publics, en donnant encore plus de possibilités, donc pour ce qui est de la réforme du Code du travail, de possibilités au patronat de licencier. Oui, il faut être révolté et puis s'organiser. Voilà. Les travailleurs, ils doivent s'organiser pour que leur colère, leur révolte, elle puisse servir à quelque chose. Vous avez pensé quoi, vous, de la campagne de Nathalie Arthaud au niveau national pendant ces présidentielles? Vous avez trouvé comment? J'ai trouvé comment? Écoutez, nous, la campagne électorale, c'est surtout l'occasion de multiplier les discussions avec les gens qu'on veut toucher, avec des travailleurs. Et de ce point de vue-là, écoutez, nous, on est très très contents c'est discuter, contacter, garder contact, pour justement, je vous disais, les travailleurs doivent s'organiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous me demandiez aussi notre programme, je vous ai répondu à des mesures immédiates pour que les travailleurs sauvent leur peau. Mais notre programme, c'est de construire un parti qui défend les intérêts des travailleurs et qui se donne comme objectif de renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Vous avez dit le CAC 40, mais concrètement, c'est des grandes familles bourgeoises, je vous ai donné des noms. C'est ces gens-là qui... Vous voyez, on se présente aux élections, il y a une démocratie en politique, oui. Mais dans l'économie, c'est une véritable dictature, y compris sur les petits patrons dont vous parliez au début. Les petits patrons, ils ont les charges de l'État, mais ils ont surtout les commandes que ne font pas ou que font les grands groupes. Ils ont la banque qui leur fait un crédit ou pas, qui leur donne une petite avance de trésorerie. Et souvent, les petites entreprises, elles crèvent de ça. Elles crèvent on leur demande elles demandent une semaine de trésorerie à leur banque, la banque refuse et elles sont en impayés. Vous parlez beaucoup des travailleurs, travailleuses, des ouvriers. Ça vous fait pas mal aujourd'hui de voir que ces ouvriers-là se détournent des partis de gauche, d'extrême gauche, et vont plus vers le Front National? Si, bien sûr. Mais pourquoi leur discours à eux fonctionne mieux? Parce que la responsabilité de cette évolution, c'est celle des partis de gauche. Le PS il y a bien longtemps, le Parti communiste plus récemment, qui défendait, qui parlait le langage de la lutte de classe, oui. Qui décrivait la situation de cette façon-là, avec des classes sociales, et qui se sont mis à dire que c'était plus les travailleurs face à leurs exploiteurs, mais c'était la droite contre la gauche, et que l'objectif c'était qu'il y ait un bon gouvernement de gauche. Donc si on remonte longtemps, ça a été le militantisme pour que Mitterrand arrive au pouvoir, oui. Et puis ensuite Jospin, et puis tout ça, ça a amené des déceptions dans le monde du travail, y compris de leurs propres militants, des déceptions qui ont entraîné l'abandon finalement de tous ces efforts que les militants du Parti communiste faisaient pour organiser leurs camarades de travail. Et nous, c'est ça qu'on veut reconstruire, c'est un parti avec pas des grands leaders charismatiques, mais un militant dans chaque bureau, dans chaque service d'hôpital,
dans chaque atelier d'usine qui défend le point de vue Vous voulez une vraie démocratie quelque part, que ça ne se joue pas tous les 5 ans, comme vous dites, un bulletin dans une urne? Bien sûr, vous savez, la démocratie, c'est une des mesures qu'on propose. Vous avez dit le salaire minimum à 1800 €, enfin pas que le salaire, les retraites, etc. Mais l'interdiction des licenciements, mais aussi pour imposer tout ça, il faudra le contrôle des comptes des entreprises par les travailleurs. Que dans chaque entreprise, les travailleurs ils puissent voir la vraie comptabilité, et pas seulement la voir, mais décider finalement contester les choix du patron s'ils sont en leur défaveur. Et là, on verrait qu'il y a de l'argent. C'est quoi un bon patron aujourd'hui? C'est pas le problème de bon patron, vous savez, le système économique, c'est l'économie de marché, c'est la concurrence. Même un patron qui veut bien payer ses ouvriers, comment il va faire? La banque, elle va lui dire, mais on vous fait plus de prêts. Aujourd'hui, vous les tenez pas forcément pour responsables, alors la plupart des patrons. Vous pensez que c'est plus la finance, comme disait François Hollande, l'ennemi c'est la finance? Oui, c'est des patrons, hein. Les financiers, c'est des patrons, c'est des bourgeois, c'est des capitalistes, voilà. D'ailleurs, c'est pas un gros mot, on est dans le système capitaliste. C'est des capitalistes qui possèdent l'économie, donc c'est eux qui la dirigent. Et il se trouve que l'économie, ça détermine quand même tous les autres aspects de la vie, en fait. Donc, je ne sais plus quelle était votre question. En tant que probable futur député, comment vous serez comme politique? Est-ce que vous serez quelqu'un qui défend les territoires ruraux? Quel genre de loi vous allez combattre, vous allez défendre à l'Assemblée si vous êtes élu? Par exemple, l'interdiction des licenciements, je pense que pour les territoires ruraux quand une entreprise un petit peu importante ferme, ça ruine toute la région. D'ailleurs, dans la région, Whirlpool, vous en pensez quoi de l'usine Whirlpool qui ferme? Est-ce que c'est justement ça qui vous révolte? Une usine qui fait des bénéfices et finalement qui décide de partir? Oui, c'est absolument révoltant. Maintenant, c'est pas seulement qu'une usine ferme, c'est que, vous savez, nous on pense, c'est un peu du bon sens. Il faut bâtir une société où le point de départ, c'est que chaque travailleur, il a un emploi et un salaire correct. Donc, notre mesure qu'on en avance, c'est le partage du travail entre tous. C'est-à-dire qu'il faut embaucher les 6 millions de chômeurs partout où il y a besoin. Et il faut répartir le travail. Donc tout le monde travaille un nombre d'heures. Il y a un pays nordique qui l'a fait récemment, qui a baissé à 30 heures. Là, je crois que c'est la Suède, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait ça là, il y a très récemment. Pour vous, ça va dans le bon sens? Les pays nordiques sont souvent cités en exemple pour ce type de mesures. Oui, alors je ne connais pas exactement. Je pense que la richesse de ces pays-là fait qu'ils peuvent faire un certain nombre de choses qui font que la vie est moins insupportable. Mais je pense aussi que si on demandait à des travailleurs suédois comment ils vivent tout ça, je ne sais pas si leur vie serait très différente de la nôtre, quoi. Pour les 5 ans à venir, vous voyez ça comment maintenant? Maintenant qu'Emmanuel Macron est élu, maintenant qu'il y a un gouvernement, peut-être une majorité, vous voyez ça comment? Vous voyez l'avenir sombre ou peut-être un peu de lumière? La lumière, c'est quand il y aura le prochain mai 68, le prochain immense coup de colère des travailleurs qui seront des millions à dire en même temps ça suffit, qui arrêteront le travail. Vous parlez de mai 68, est-ce que c'est pas seulement un symbole quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas derrière, ça n'a pas débouché non plus sur il y a eu des déçus de mai 68? Oui, alors mai 68, là je vous ai dit, c'est l'idée que les travailleurs se mettent en colère et sur cette base-là, on peut bâtir des choses justement. Nous, on a une politique à proposer aux travailleurs qui se mettraient en lutte. Justement, cette idée de contrôle des comptes, souvent on se bat, c'est pour une augmentation de salaire, c'est pour empêcher un licenciement. Nous, on dit qu'il faudra aller plus loin, qu'il faudra empiéter sur le droit des actionnaires, des propriétaires des entreprises, empiéter sur leur droit de gérer eux-mêmes les richesses. Les richesses, elles sont créées par notre travail, par le travail commun de millions de travailleurs. Est-ce que c'est pas une atteinte à la liberté, ça, empiéter sur ce qu'ils ont le droit de faire, sur gérer leur argent? C'est vraiment ça? Alors, la liberté actuelle, oui, la liberté actuelle, c'est la liberté d'exploiter, c'est la liberté pour certains de s'enrichir à milliards, et pour d'autres, c'est la liberté de crever dans la rue, je sais pas. Est-ce que dans un monde comme le nôtre, ce serait possible aujourd'hui que la France fasse ce choix justement de partir vers des
des salaires, des pensions, même à 1800 €, des interdictions de licenciement. Est-ce que ça ne ferait pas fuir les investisseurs, les entreprises? Ah oui, mais là je venais de vous dire qu'on instaure un contrôle des travailleurs, donc s'en aller, comment ça ils s'en vont d'abord? Si eux personnellement ils veulent s'en aller et qu'ils s'en aillent, mais l'entreprise, les machines qui sont là, ou la compagnie de bus, les bus ils sont là, et on les fait fonctionner nous-mêmes. Ça c'est une première chose. Les capitaux, écoute, si les travailleurs des banques font la même chose que dans les usines, c'est-à-dire ils instaurent leur contrôle sur les capitaux de la banque, les capitaux de la banque, ils ne s'en vont pas à la bourse de New York ou quoi, ils sont ici. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que une immense grève, un immense mouvement de révolte en France qui ne ferait pas tache d'huile, qui ne s'étendrait pas au reste, ne serait-ce qu'aux pays voisins, à toute l'Europe, tous les pays dans lesquels les travailleurs ils ont subi les mêmes reculs, sur les retraites, sur les services publics, sur le chômage. Que si la France s'y met, ça peut s'éparpiller en Europe? Ce sera peut-être l'Italie, ça sera peut-être l'Allemagne, ça sera peut-être la Pologne. Mais oui, et justement, il faut que les gens qui veulent que ça change, il faut construire dans chaque pays une organisation qui se prépare à ça. Vous parlez de grève, d'immenses grèves. Pourquoi aujourd'hui il y a moins de gens qui font grève? Pourquoi aujourd'hui on n'a plus l'impression d'avoir des aussi grandes manifestations, des aussi grandes grèves qui duraient longtemps comme on a pu avoir dans les décennies antérieures? Parce que, je vous disais, les partis qui avant défendaient cette perspective-là, ils se sont mis à faire autre chose et à raconter le mensonge qu'il y a un sauveur, donc le sauveur pour les travailleurs, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire à notre place. Mitterrand, Jospin, il allait nous sauver il devait nous sauver, pas Jospin, Hollande, il devait nous sauver de Sarkozy, etc., etc. Non, pour les travailleurs, il n'y a jamais eu de sauveur. Pour les exploités en général, que ce soit les esclaves dans l'Antiquité, oui, que ce soit les paysans ou les petits artisans au Moyen-Âge, il n'y a pas eu de sauveur pour eux. Il n'y a que quand ils ont fait 1789 que le roi et... Donc il faut se réunir pour vous, ce ne sera pas une personne qui insufflera ce vent, ce sera une unité quelque part, une multitude de personnes. Oui, ça peut partir de n'importe quoi, ça peut partir d'un événement d'un individu, je ne sais pas, mais après, qui peut... vous savez, je vous dis que c'est le patronat, la bourgeoisie qui a le pouvoir, mais la bourgeoisie c'est une classe sociale, c'est une force sociale, y compris elle est organisée. Elle a des relais dans les médias, elle a des relais dans tout un tas d'intellectuels, les économistes, dans la presse, elle a tout un personnel politique pour défendre ses intérêts. Et face à ça, oui, ça ne peut être que des millions de gens qui eux-mêmes s'organisent. Donc maintenant, je vais vous proposer un thème, vous allez essayer de me répondre en un seul mot, si c'est possible. Donc le mariage pour tous. Pour la loi El Khomri. La réforme territoriale. Peu importe. Le cumul des mandats. Révocabilité. Le marché du travail. Le marché. Les ouvriers. C'est compliqué. Peut-être les patrons. Le pouvoir, les ouvriers, le pouvoir. Les patrons. Le patron, c'est l'exploitation, les exploiteurs. La France. Les frontières. La définition de votre engagement politique. Changer le monde. Et puis enfin, votre parti lutte ouvrière. Bienveillant, peut-être? Non, j'ai l'idée, mais je trouve pas le mot. Le combat. Non, mais c'est l'héritage de toutes les luttes du mouvement ouvrier. Alors, ça vous fait pas qu'un mot, ça. Mais... Merci, monsieur Chassoulier, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, l'émission est terminée. Vous pouvez voir cette interview avec monsieur Chassoulier sur la page Facebook La Tribune. Vous pouvez commenter, liker, partager. On se retrouve dans une prochaine émission avec de prochains débats. Merci, à bientôt.